Ok, alors c'est parti, bienvenue dans cette vidéo où je réponds à vos questions sur les ovnis et les aliens. Je vous ai demandé du coup de poser toutes vos questions en commentaire de la dernière vidéo et aussi un petit peu sur Instagram. J'ai pas eu beaucoup de questions, mais si jamais le format vous plaît et que vous avez envie d'en poser d'autres, n'hésitez surtout pas à en mettre en commentaire de cette vidéo là, parce que comme ça je pourrais potentiellement faire un tome 2 et du coup continuer comme ça sur une petite série de vidéos où je réponds à toutes vos questions sur les aliens. Allez, c'est parti, on va commencer tout de suite avec la réponse à deux premières questions que je vais mettre ensemble. Pourquoi est-ce que les aliens nous ressemblent et pourquoi est-ce qu'ils sont toujours représentés avec deux bras, deux jambes, un nez, etc., etc. Après, le pourquoi du comment, ça remonte aux années 1700, quand on a fait les premiers écrits qui vont du coup parler de formes de vie aliens. Pourquoi? Donc il y a plusieurs raisons pour ça. La première, c'est qu'on s'est interrogé déjà sur le fait d'être seul ou pas dans ce grand espace qui était donc l'univers. Et l'autre possibilité, c'était aussi simplement le fait que pour des écrivains, c'était plus simple de décrire la société et de décrire des incohérences de la société de par l'observation d'un alien qui viendrait sur Terre, que simplement en balançant les humains c'est tous des cons. Je schématise énormément, je dis pas du tout que tous les humains sont des cons et qu'à l'époque ils pensaient ça, mais grosso modo c'est ça, c'était l'idée de pouvoir partager leurs idées tout en les camouflant de par l'interprète d'un alien. Maintenant, pourquoi est-ce qu'ils ont fait en sorte qu'ils nous ressemblent? Il y a plusieurs choix, notamment le premier, c'est simplement pour faire en sorte que le lecteur puisse s'identifier au personnage principal de l'histoire. On peut notamment citer Voltaire avec une œuvre en 1752, avec Microméga notamment qui raconte l'histoire d'un alien qui fait plus d'1 kilomètre de hauteur et qui arrive sur Terre après un long voyage. Et là où il est très intéressant ce roman, c'est que quand il arrive sur Terre, il ne reconnaît même pas une forme de vie tellement tout ce qu'il voit est petit autour de lui. Ça c'est très intelligent parce qu'on est quand même en 1752 et c'est encore la pensée qu'on a aujourd'hui, c'est-à-dire que les scientifiques s'accordent sur le fait que si jamais on aille sur une autre planète, il n'est pas impossible qu'on loupe la vie parce qu'on n'arriverait pas à la reconnaître comme étant une forme de vie. On n'arriverait tout simplement pas à la voir parce qu'elle est soit microscopique, soit complètement différente de nos critères. Après, on n'a pas toujours représenté, comme je le disais, les aliens de façon humanoïde. C'est-à-dire qu'un petit peu avant ça, en 1727, on décrit les aliens, enfin les martiens, comme étant des poulets géants. C'est Daniel Defoe avec Voyage à Kaklo-Galinia. Voilà, qui a écrit ça, où il y a un poulet géant, voilà. Après, nous avons aussi Herbert George Wells, qui au 19e siècle va rendre populaire les œuvres de science-fiction parlant d'aliens avec deux bras et deux jambes, notamment avec les petits gris. Donc finalement, c'est le succès des œuvres où les héros sont désignés comme étant des aliens ressemblant aux humains qui font que les aliens deviennent de ressemblance humaine. Et on remarque que malgré l'évolution des œuvres de science-fiction qui les décrivent de moins en moins comme étant ressemblant à l'humain, notamment avec Star Wars ou Man in Black, si on cite par exemple Jabba le Hutt, il ressemble toujours à une espèce de grosse larve, donc à un animal que l'humain connaît. Donc finalement, on attribue ça vachement à des choses que l'humain peut connaître pour s'identifier toujours, pour réussir à se situer, etc., etc. Après, on a une question très intéressante qui est d'où vient le ver des petits hommes verts? Eh bien, ça vient de 1946 avec un auteur qui sort The Green Man, A Visitor from Space de Harold Sherman. Donc, du coup, de son imagination à lui. Mais c'est la première fois qu'on aura, du coup, l'apparition physique d'un alien en vert. Je sais pas si on peut dire que c'est le créateur de la couleur verte chez les aliens, mais en tout cas, il l'aura bien implanté. La prochaine question demande est-ce possible que nous soyons seuls dans l'univers? Oui et non. En fait, oui, c'est complètement possible, on sait pas. Pour répondre plus en détail, aujourd'hui les scientifiques cherchent des formes de vie avec des formes de technologie, c'est-à-dire notamment des satellites, des communications radio, ce genre de choses. Comme ce que nous on a pu faire notamment avec Voyager ou avec l'ISS ou avec des communications radio qu'on envoie dans tout l'univers. En gros, pour le moment, on a toujours rien trouvé et tant qu'on trouve rien, on peut ni prouver l'un ni prouver l'autre. Donc bah finalement, on sait pas. Mais on cherche bien. Et si vous vous demandez pourquoi est-ce qu'on cherche une forme de technologie comme des communications radio, c'est notamment parce que bah si jamais on regarde une planète sur laquelle on pense qu'il peut y avoir de la vie, c'est-à-dire qu'elle fait partie de la zone d'habitabilité et du coup nos critères sont tous réunis. Nos critères, c'est-à-dire les critères qui indiquent que la vie humaine puisse potentiellement s'y développer, on sait jamais. Oui, parce que finalement, on connaît que notre vie à nous. On sait comment la vie humaine ou la vie terrestre s'est formée. Du coup, par conséquent, on imagine que nos critères sur Terre, si c'est les mêmes autre part, il n'est pas improbable que la vie se fasse. Mais en fait, si les critères sont complètement différents, on sait pas, ça se trouve la vie peut quand même émerger, on n'en sait rien. Bref, si on regarde une planète qui ressemble à la nôtre, eh ben on va pas voir au bout du télescope un mec qui fait coucou. Vous voyez? Non, ça on verra pas. Ensuite, j'ai une autre question qui me demande que penses-tu de l'équation de Drake? Et alors là, la réponse va être un petit peu plus compliquée. Personnellement, j'en pense pas grand-chose à part le fait qu'elle était très utile pour démarrer et faire en sorte que la recherche de vie alien E.T. soit crédibilisée. Parce qu'en fait, on peut pas prendre cette équation comme argent comptant. C'est-à-dire qu'on peut pas dire, voilà, le résultat de cette équation, il est bon, ça veut dire qu'il y a tant de formes de vie qui existent. Parce que l'équation de Drake, si vous ne le savez pas, c'est une équation avec plusieurs valeurs du coup qui sont plus ou moins fluctuantes, qui vont nous indiquer un nombre de civilisations extraterrestres intelligentes qui sont dans l'univers. Le problème avec cette équation, c'est le fait que les données utilisables sont complètement variables. C'est-à-dire que notamment dedans, on aura le nombre de planètes qui sont potentiellement habitables autour d'une étoile. Déjà, il faut faire une moyenne de ça. Ensuite, il faut faire une moyenne du nombre d'années que vit une forme de vie intelligente. Voilà. Donc tout ça, c'est des chiffres dont on n'a absolument aucune idée. On va faire des spéculations, mais c'est tout. Tant que l'on n'a pas de certitude et que l'on ne connaît pas l'univers dans sa globalité, on peut pas donner des valeurs fixes à cette équation et donc avoir un résultat sûr, net et précis.
Voilà, c'est tout ce que je pense de cette équation, et beaucoup de scientifiques aujourd'hui le pensent aussi. C'est-à-dire que les valeurs utilisées ne sont plus aujourd'hui du coup d'actualité, elles ne seront certainement pas demain, ni même après-demain, etc., etc. L'équation est bien, hein, mais elle sera bien le jour où on connaîtra l'univers sur le bout des doigts, ce qui est pas près d'arriver. Ah, et j'allais oublier, pour ceux qui sont pas encore abonnés, vous pouvez vous abonner si vous voulez, ce serait cool. Voilà, allez, des bisous, je vous laisse avec la suite de la vidéo. Penses-tu qu'à l'époque, on a cohabité avec des aliens? Non, personnellement, je ne pense pas qu'on ait cohabité avec des aliens. Je ne pense pas non plus qu'ils sont venus nous voir pour nous faire communiquer un savoir, pour nous aider à évoluer ou quoi que ce soit. Certains pensent, comme le dit la théorie des anciens astronautes, que certaines civilisations, comme les Mayas, les Aztèques, les Égyptiens, auraient pu être en contact avec des formes de vie pseudo-aliens, en tout cas des personnes venues du ciel, pour pouvoir les aider à évoluer ou à avoir une connaissance ou un savoir. Ok, cette théorie, qui est d'ailleurs plus une croyance qu'une théorie, fatalement, elle est pas mal, elle est très intéressante, très enrichissante, et elle est surtout très belle. C'est-à-dire que franchement, c'est fun de croire à ça, et c'est top. Par contre, on n'a pas vraiment d'éléments concrets nous permettant de croire ça. Comme je le dis, c'est plus une croyance qu'une théorie. Mais pour rentrer plus en détail, je vous l'expliquerai dans une grosse vidéo que j'ai absolument pas envie de bâcler parce qu'elle va être exceptionnelle, parce que la théorie des anciens astronautes, c'est clairement la théorie qui parle d'aliens, et voilà, donc on en parlera au moment voulu, c'est-à-dire d'ici peu de temps, j'espère en tout cas. Est-ce que tu en as déjà aperçu? Non, j'ai jamais aperçu ni ovni ni alien. J'ai déjà aperçu des phénomènes où je ne savais pas trop ce que c'était quand j'étais très jeune et que je regardais vachement le ciel. Des boules blanches, voilà, ce genre de choses que je ne comprenais pas. Mais en fait, en faisant un peu de recherche, j'ai très vite trouvé avec certitude ce que ça pouvait être. Et du coup, bah, pas tellement de soucis, quoi. Je veux dire, c'était pas un objet volant non identifié, c'était vraiment des choses qui étaient très identifiées, donc aucun souci. Donc non, jamais observé. Mais j'aimerais bien un jour vraiment voir un truc et me faire... Ah. Et bah là, je sais pas. J'aimerais bien, hein, vraiment, mais pour le moment c'est pas le cas. Ou sinon j'aimerais bien vraiment rencontrer un alien, hein. Si vous regardez la vidéo d'ailleurs, pour un feat sur la prochaine vidéo, pensez à moi, vous m'appelez, hein. Ça pourrait être cool. Ensuite, j'ai une question de Comment ça Space, qui est donc bah, aussi youtubeur, hein, vous connaissez, hein, vous pouvez aller checker sa chaîne, comme d'habitude je mets le petit lien en fiche pour aller voir ce qu'il fait, qui nous demande du coup la vague belge jusqu'en 1991, complot militaire ou dissimulation gouvernementale. C'est pas la question la plus simple. Bon, c'est compliqué parce que c'est pareil, la vague belge, il faudrait en faire une vidéo dossier complète pour que vous puissiez connaître le sujet et du coup comprendre à peu près ce que je veux dire. Pourquoi je dis que c'est compliqué? Parce que simplement si vous ne connaissez pas complètement toute cette affaire, et bah il va falloir que je vous l'explique un petit peu, donc ça va donner une réponse plus longue. Mais c'est pas grave, je vais le faire quand même parce que tout le monde ne connaît pas forcément cette vague. Cette vague dure du coup de 89 à 91, elle va donc durer plusieurs années, et le problème c'est que durant ces plusieurs années, on va avoir potentiellement jusqu'à plusieurs centaines de témoignages en une journée indiquant avoir vu la même chose, c'est-à-dire un ovni. Un ovni qui ressemblerait du coup à une forme triangulaire avec 3 spots en dessous qui ferait plusieurs mètres d'envergure. Et cet ovni se déplacerait dans toute la Belgique durant près de 2 ans. Ce que ça peut être, ça dépend. On a plusieurs phénomènes qui arrivent. Déjà le premier, c'est que dès les premières observations, les médias s'en mêlent et du coup indiquent aux Belges, regardez le ciel, il y a des ovnis en ce moment, n'hésitez surtout pas à regarder, vous allez pouvoir en voir. C'est top, mais du coup toutes les personnes qui s'intéressent absolument pas à l'espace et qui s'y intéressaient pas avant vont pas forcément comprendre tout ce qu'ils vont voir qui sont potentiellement des phénomènes complètement naturels. Et beaucoup d'observations ont aujourd'hui été finalement révélés comme étant des phénomènes naturels, parce que simplement les gens ne savaient pas qu'ils voyaient une comète ou des phénomènes complètement naturels. Donc les médias ont fait que forcément il y a eu un gros côté mystérieux qui s'est amplifié autour de tout ça. Maintenant il y a forcément eu des observations un peu étranges, hein, ça se voit, même si on a des vidéos un petit peu trafiquées, où il y a simplement un problème de focus avec la caméra, et du coup c'est juste en fait une étoile, mais le mec fait genre nanani nana pour qu'on puisse comprendre que ça puisse être un ovni alors que pas du tout. Non, là on parle pas de vidéos fake ou quoi que ce soit, on parle vraiment de véritables observations où la personne va vraiment voir quelque chose qui existe, parce qu'elle est aussi présente sur les radars de l'armée. Car oui, l'armée belge va s'en mêler, notamment en faisant décoller plusieurs F-16 pour aller en direction de ces objets non identifiés pour essayer de les identifier. Malheureusement, à chaque fois que les F-16 décollent, et simplement ces points disparaissent. C'est-à-dire qu'en fait, ces ovnis disparaissent automatiquement. Alors aujourd'hui, il y a beaucoup d'observations qui n'ont pas été identifiées, on ne sait toujours pas ce que c'est, mais en tout cas, beaucoup pensent quand même que c'était l'armée américaine qui a fait voler du coup ces bombardiers test F-117, qui étaient du coup des bombardiers qui se préparaient à vivre la guerre du Golfe. Donc c'est possible qu'ils aient survolé la Belgique pour faire des tests, mais l'armée américaine a complètement démenti avoir survolé la Belgique ou le territoire européen avec ce bombardier-là pour faire des tests en ces années-là en tout cas. Après, vous allez me dire, ce serait pas la première fois que les Américains nous mentent, hein. Non, pas du tout. Libre à chacun de penser ce qu'il veut. Mais pour donner mon avis, parce que c'est quand même un petit peu ce qu'on me demande, j'irais plutôt vers le complot militaire plus qu'autre chose, parce que je trouve que ce serait le plus crédible, et encore une fois, l'armée militaire, ce serait pas la première fois qu'ils nous font des petits coups un peu étranges, quoi. Après ça, c'est pareil, peut-être que j'en ferai un gros dossier, parce qu'il y a certainement encore plein de choses à décrypter dedans qui nous permettraient d'avoir un petit soupçon ou une petite idée de « Ah tiens, peut-être que, en fait, à voir ». Ok, c'est tout pour moi, j'espère que cette vidéo vous aura plu. Si c'est le cas, n'hésitez surtout pas à la liker, à la partager, etc. Mais surtout à me poser d'autres questions en commentaire pour que je fasse potentiellement un tome 2. Si jamais il y a cette question, peut-être que j'en ferai une ou deux par mois, on verra, hein, si jamais ça fonctionne, si jamais ça vous plaît. Et comme c'est un premier format, n'hésitez pas à me dire ce qui vous plaît ou ce qui vous plaît pas, si vous voulez plus de choses ou moins de choses. À vous de me dire. En tout cas, je vous dis à très bientôt pour une nouvelle vidéo. Ciao tout le monde, bye.